Bonjour et je suis ravie à nouveau de vous accueillir pour un conte original comme les autres d'ailleurs, les contes de l'Avent. C'est le quatrième et dernier conte de l'Avent, mais j'y ai un petit peu pris goût, alors je pense que je continuerai à vous en dire quelques autres. Ce conte, je me suis inspirée pour ce conte du personnage de mon héroïne de mon nouveau livre, Maria. J'en profite comme ça pour vous faire un peu de pub. Allez, on y va. Le fourneau magique. Attablée dans ce joli restaurant de Montreux, Maria rit. Sur la carte, plusieurs propositions de soupe. Soupe de poisson, soupe de fromage et une soupe à la pierre. Serait-ce la même soupe que faisait la mémé Françoise? Assis en face d'elle, Marc, son compagnon, s'intéresse. Pourquoi tant de gaieté? À voix basse, Maria raconte à son Marc. Petite, elle voyait sa grand-mère mettre des cailloux bien propres, bien mouillés et tout brillants dans le chaudron bouillonnant trônant sur le fourneau à bois. 6 cailloux, 6 beaux cailloux, des beaux galets bien ronds qui, une fois cuits, se transformaient en une belle soupe. Oh, pas toujours la même, hein. Parfois orangée, parfois verte, parfois blanche. Mais Françoise disait que le fourneau était magique, qu'il savait transformer de simples galets en soupe délicieuse. Et c'est bien vrai, la soupe était délicieuse. D'autres cailloux faisaient d'exquises tartes. La grand-mère faisait glisser la pâte fine sur ses doigts, la caressait, l'amadouait. Elle savait parfaitement amadouer les pâtes comme les enfants d'ailleurs, hein. Ensuite, elle l'étalait avec délicatesse sur la table farinée, faisant glisser le rouleau à pâtisserie de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite. Ensuite, elle en garnissait un de ses moules en terre, un grand moule tout rond qui était légèrement ébréché sur un de ses bords. Ne restait plus qu'à déposer les cailloux sur la pâte. Oh, c'était pas les gros palais, les gros galets de la soupe, mais des cailloux plats de formes différentes. 22 cailloux. Maria était chargée de les compter, alors elle savait combien il y en avait, hein. Et hop, Françoise enfournait. Elle enfournait dans le petit compartiment situé en dessous du four. Elle prétendait que la chaleur dans le four serait trop élevée et que pour que la pâte garde sa tendresse, il fallait que moule et pâte s'habituent tranquillement à la chaleur. Ce compartiment sous le four était parfait pour une sorte de préchauffage. Une dizaine de minutes seulement, puis elle sortait le moule du compartiment et le plaçait dans le four. C'est toujours à ce moment-là que Maria décidait de faire une petite escapade. Elle gagnait sa colline, son havre de tranquillité, un endroit enclin à la rêverie. Lorsqu'elle revenait sur la table, une magnifique tarte l'attendait. Magnifique! Le pourtour tout doré, dessus une meringue caramélisée. Rien ne laissait prédire l'intérieur, mais une fois partagée, une compotée de pommes et de rhubarbe apparaissait. Les cailloux s'étaient majestueusement transformés en compote et en meringue. Françoise disait que tout ceci était l'œuvre du fourneau, et une fois de plus, elle se réjouissait de l'avoir acheté. Vraiment, vraiment, ce fourneau intriguait Maria. Tout noir, en fonte, des poignées de porte et une rampe en cuivre rutilante. Le dessus était toujours luisant. Ce fourneau était la fierté de la mémé. Elle avait dû économiser beaucoup et longtemps pour l'acheter. Et pourquoi magique, me direz-vous? Ce fourneau parlait. Il ne parlait pas comme vous et moi, c'est certain, mais il donnait des indications sur la cuisson, s'il manquait de bois, ou encore bien d'autres choses. C'est impossible, me direz-vous. Eh bien au contraire. Quand le lait commençait à bouillir et avant qu'il ne déborde, le fourneau prévenait par un petit cliquetis cristallin qu'il était temps de retirer la casserole du feu. La mémé mettait la viande des rillettes à fondre dans un grand faitout rouge sur le coin droit du fourneau. Coin droit, endroit stratégique, diffusant une chaleur tempérée. Ainsi les rillettes fondaient tranquillement. Soudain, Maria voyait le faitout tourner sur lui-même. Pas comme une girouette, mais presque. Un signe incontestable que la viande devenait rillette. Et lessivée de la Françoise. Dans sa cocotte en fonte, viande, vin et aromates trouchinaient gaiement sur la gauche du fourneau. Trouchiner, ça veut dire trottiner lentement vers la cuisson. La gauche du fourneau, c'est un endroit où la chaleur est la plus vivace. Soudain, Maria entendait un grand soupir.
La cocotte soupirait. Le couvercle, pourtant si lourd, se soulevait un petit peu pour exprimer ce soupir. C'était pas une plainte, non, non. C'était un soupir susurré par le fourneau. Pour prévenir qu'il est temps de bouger la cocotte avant que la sauce attrape. Et alors là, malheur, tout serait fichu, irrécupérable, impossible, disait la mémé, de camoufler le goût détestable du brûlé. Ce soupir avertissait Françoise qu'il fallait qu'elle déplace la cocotte, mais aussi qu'il était temps d'ajouter quelques carreaux de chocolat à la sauce avant de la couvercler et de la placer dans le four où elle continuerait son trouchinement. Il y eut aussi ce jour où le fourneau avait sursauté. Vraiment, vraiment sursauté. Du coup, Maria, elle aussi, avait sursauté. Le fourneau s'était levé, puis s'était reposé d'un coup dans un grand fracas. Mémé Françoise avait accouru. Elle avait posé ses mains sur la rampe en cuivre qui entoure son fourneau. « Calme-toi, lui a-t-elle dit. « Calme-toi. Tout va bien se passer. » Avec douceur, elle avait attrapé un pic. Elle avait soulevé un des cercles en acier et gratté l'intérieur du foyer pour répartir les cendres et permettre à la fumée de s'éclipser tranquillement. Et le fourneau s'était calmé. Et le jour où il avait crié, véritablement crié, un cri strident, métallique, un cri de souffrance. Françoise savait de quoi souffrait son fourneau. De toute façon, Françoise savait toujours quoi faire en toutes circonstances. Elle s'était emparée d'une casserole, avait puisé de l'eau chaude dans le toupie qui était accroché au-dessus du feu de la cheminée, et elle l'avait versé dans le réservoir d'eau du fourneau. Le pauvre avait soif. Parfois, le fourneau était triste, très triste. Il n'avait rien à faire, sauf peut-être chauffer l'unique pièce qui composait la maison. Point de soupe à cuire sur ses cercles, point de ragoût qui trouchinait sur le côté droit, point de tarte dans son four, seulement de l'eau dans son réservoir. Son foyer tournait au ralenti avec quelques braises pour le maintenir en vie. Alors lorsque Françoise le regarnissait d'une belle bûche, lorsqu'elle posait sur ses cercles inactifs la bouilloire remplie d'eau, la bonne humeur réapparaissait. Et pour montrer sa joie dès que l'eau bouillait, le fourneau faisait chanter la bouilloire. Françoise, ainsi prévenue, pouvait préparer sa chicorée. Mais parfois aussi, le fourneau était gai, très gai. Les jours de fête notamment. Les jours de fête, il devait supporter tant de casseroles, de fétous, cocottes, moules, qu'il ne savait plus où donner de la tête. Déplacer celle-ci qui avait trop chaud, mettre l'autre dans le four, remplir le réservoir d'eau. Avec bonheur, il regardait Françoise tout orchestrée, avec brio. Lui se contentait de prévenir, souffler, cliqueter, soupirer, sursauter ou crier. Quel beau duo que ces deux-là. Mais le plus magique fut la bûche. C'était la veille de Noël. Parfois, Françoise plaçait une bûche de bois dans le four. Elle surveillait qu'elle ne brûle pas, bien sûr. C'était pour qu'elle soit bien sèche. Parce que c'est cette bûche qui ferait repartir la vigueur du feu au petit matin. Cette bûche était en hêtre. Un joli bois clair. Son écorce avait disparu. Toute nue dans le four entrouvert, elle se séchait. C'est à ce moment que Maria décida de rejoindre sa colline. Il avait neigé. Et d'en haut, elle pourrait admirer les sapins alourdis par les flocons. Le lendemain, jour de Noël donc, après un repas plus copieux que d'habitude, ça c'est sûr, une soupe trempée, si trempée que pain et fromage tenait la cuillère enfermée et toute droite debout dedans, des boudins noirs grillés accompagnés de pommes et de châtaignes rôties, une volaille farcie, une belle farce bien sérieuse comme disait la mémé, une salade de mâche qu'il avait fallu déneiger, et donc après ce repas copieux, Françoise proposa son pain de Noël, un joli pain parfumé aux épices, accompagné d'une compote de pommes et de poires. Mais pas seulement. Françoise présenta aussi un joli gâteau en forme de bûche. Une bûche au caramel, une bûche couleur bois clair. Maria n'en revenait pas. La bûche du four était donc ce joli gâteau. Décidément, quand mémé Françoise dit que son fourneau est magique, elle a bien raison. Allez, assez parlé. Il est temps pour Marc et Maria de passer commande. Alors pour tous les deux, ce sera 2 soupes à la pierre, en hommage à Françoise.
Voilà, j'espère que ce dernier conte vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les écrire pour vous. Et je vous dis à bientôt parce que je ne vais pas résister à vous en écrire un pour avant la nouvelle année. À bientôt. Et bientôt aussi la recette de la bûche au caramel sur la chaîne YouTube, là, dans la semaine. Pas de problème. Au revoir.